ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Dans cet épisode, je reçois Léa Sadé, vice-présidente régionale gestion de patrimoine pour la financière des professionnels en gestion privée. Dans le cadre de ses fonctions, Léa assure notamment l'encadrement et la formation, de même que la mobilisation de l'équipe des conseillers en gestion de patrimoine et adjoints de financière des professionnels, gestion privée, qui desservent le secteur de l'île de Montréal et Laval. Son expérience en tant que gestionnaire dans diverses institutions financières canadiennes d'envergure, telles que la Banque de Montréal, la Banque nationale du Canada et la Banque de Nouvelle-Écosse, lui a permis d'acquérir des connaissances poussées en ce qui concerne l'accompagnement professionnel d'équipes spécialisées en planification financière et en épargne. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, spécialité finance et entrepreneuriat de l'Université McGill, Léa a aussi complété un MBA exécutif, double diplomation MBA Paris-Dauphine à l'UQAM en 2017. Elle détient également le titre de planificatrice financière depuis 2008. Elle est également membre de l'Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec. Donc, sans plus attendre, j'espère que vous apprécierez l'entrevue et que vous en tirez de nombreux conseils à appliquer dans votre vie et vos finances personnelles. Bonne écoute! Léa, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Ambitionnel. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Écoute, pour commencer l'entrevue, on a déjà parlé de ton introduction, mais je voulais savoir comment est-ce que toi, tu t'es intéressée au domaine de la finance en premier? Exactement. Alors, sortant des bancs d'école, je suis allée voir au cégep quelqu'un au niveau de l'orientation et il m'a mentionné, Léa, tu aimes beaucoup les maths et tu aimes les gens. Pourquoi pas les finances? C'est un département où tu peux aider les gens, tu aimes aider les gens dans ta nature. Et en plus, avec les maths, tu ne te vois pas derrière un ordinateur à temps plein. Et que ce soit les finances, c'est un bon chemin pour aider les gens. Puis, déjà, à la base, je suis quelqu'un qui aime planifier, qui aime faire des budgets, qui a le souci de l'argent et de comprendre le pourquoi et le comment dès un très jeune âge. Alors, c'est pour ça que ça m'a intéressée d'aller dans ce domaine. Effectivement, ça a totalement du sens. Puis dans ta famille, est-ce que toi, tes parents étaient ouverts à parler d'argent, de finances? C'était un sujet quand même un peu tabou, les finances. Dans plusieurs familles, c'est distinct. Mes parents, j'avais des parents entrepreneurs, alors c'est différent, mais c'est pas un sujet qui était très abordé. Mais la peur la crainte de pas avoir d'argent ou de pas planifier a toujours été là dans mon environnement. Alors, c'est pour ça que je me suis intéressée encore plus. OK. Puis c'est à partir de quel âge à peu près que tu as commencé à plus faire de la recherche là-dessus? Est-ce que c'est quand la conseillère financière t'en a parlé ou est-ce que tu es allée chercher cette éducation-là par toi-même? Au fait, c'est drôle comme question. Puis mes enfants m'ont posé la même question dernièrement. Je leur ai dit, écoutez, dans notre temps, à l'école, il y avait quelqu'un de Caisse des Jardins qui venait ouvrir des petits comptes bancaires pour les étudiants. Et quand ils ont commencé à parler d'un compte, c'est là où je me suis intéressée. J'avais peut-être 11 ans ou 12 ans. Oh wow, c'est jeune, OK. Oui. Et là, j'en ai parlé avec mes parents le même soir et je leur ai dit, moi, je vais ouvrir ce compte. Et chaque semaine, j'allais porter mes sous que j'avais accumulés dans ce compte-là. Puis, je suivais mon petit livret que je mettais à jour. Oh, alors, les fameux ça a commencé livrets. comme ça, qui n'existe plus d'ailleurs, avec grand soulagement pour les institutions financières d'ailleurs. Oui, je me souviens, je travaillais à la banque quand j'étais plus jeune et les livrets, c'était souvent les personnes âgées qui en avaient naturellement parce que c'est beaucoup plus facile pour suivre leur compte. Et chaque fois qu'il y avait les petits livrets, on les accompagnait à la caisse, puis là, on imprimait le livret pour qu'ils suivent toutes leurs petites transactions. Donc, je trouve ça drôle que t'en parles pas, ça me rappelle des souvenirs. Exact. Puis, en tant que telle, toi, t'es planificatrice financière. Oui, c'est ça. Pourrais-tu nous expliquer la différence entre conseiller financier et planificateur ou planificatrice financière? Exact. Alors, planificateur financier, c'est un métier en soi qui a été développé pour non seulement répondre aux besoins immédiats financiers, mais de faire une planification sur les 7 aspects au niveau des finances, que ce soit l'aspect successoral, l'aspect fiscal, l'aspect financier, l'aspect placement. Alors, c'est vraiment, on fait un tour complet. D'ailleurs, c'est une profession en soi. Il y a un certificat en planification financière qu'on obtient soit de HEC ou d'autres institutions qui l'offrent à distance.
Et il y a un examen de 4 heures qui, en plus d'une formation qui est quand même exhaustive sur tous les modules de planification financière, qui t'amène à cette profession-là. Alors, un conseiller financier a accès, on pourrait dire c'est le généraliste, et le planificateur financier, il devient un peu plus spécialisé, surtout dans les cas complexes. Et souvent, on dit aux gens, c'est mieux d'être accompagné par un planificateur parce qu'il va vraiment avoir une vue globale, une vue 360, qui va pouvoir optimiser chaque aspect financier du dossier de l'individu. OK. Ouais. Puis moi, mettons, à mon âge, j'ai 22 ans, je sors de l'université. Est-ce que je devrais quand même me prendre un planificateur financier ou est-ce qu'un conseiller financier, c'est quand même pertinent dans mon cas? Considérant que j'ai pas nécessairement 250 000 à placer, ce serait quoi le meilleur mouvement que je pourrais faire par rapport à ça? C'est sûr que quand on va dans une institution financière, que ce soit les banques, eux, dès votre entrée dans l'institution, ils vont pouvoir vous guider. Puis éventuellement, quand ils vont voir quels besoins spécifiques vous avez besoin, ils vont vous référer à la bonne personne. Vous commencez avec un conseiller et éventuellement, dépendamment de la complexité du dossier, ils vont vous envoyer vers le planificateur financier. Plus votre patrimoine grandit aussi, plus le besoin du planificateur financier va être quand même criant. Alors, on peut commencer pour tout ce qui est budgétaire avec un conseiller financier en succursale. On a des conseillers aussi pour les jeunes professionnels. Alors, c'est sûr que c'est important ça dépend toujours du besoin de la personne, mais je dirais c'est ça la plus grande différence. Et puis, eux vont pouvoir vous aiguiller dans la bonne direction. OK. Puis quand on parle de patrimoine, c'est l'ensemble de nos avoirs, c'est ça? Patrimoine inclut l'ensemble des avoirs, définitivement, mais la situation financière inclut tout. Inclut les dettes d'études, les dettes de carte de crédit, les placements, les héritages, les assurances. Alors, les protections, est-ce que j'ai besoin d'assurance ou j'ai pas besoin d'assurance? Est-ce que je suis surassurée ou pas? Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que si j'ai des enfants à un jeune âge, j'ai besoin d'un testament ou pas? Alors, c'est là où ça devient plus intéressant de voir la globalité des finances. Puis éventuellement, quand on accumule un patrimoine, il y a aussi des avantages fiscaux et des outils différents qui s'offrent à nous. Alors, on a besoin de quelqu'un qui est quand même connaissant dans le domaine pour pouvoir nous accompagner. Parce que, bien sûr, peu importe d'où on sort, dans quel domaine on est quand même d'habitude expert dans notre domaine. Oui. Mais ça apporte une valeur ajoutée d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et c'est pas comme s'il y avait des frais supplémentaires ou quoi que ce soit. Au contraire, on veut que les jeunes et tout le monde au Québec ait quelqu'un pour les accompagner pour prendre des bonnes décisions. Parce que dans la vie, il y a 3 types de stress. Il y a le stress financier, il y a la santé mentale, santé financière comme on a mentionné, et la santé physique. Alors, c'est quand même 3 piliers importants, alors d'où l'importance d'être bien accompagné. Ben absolument, puis on s'entend, les finances, c'est toute notre vie. Veux pas c'est triste à dire, but money makes the world go round, tu sais. Yes. Donc, il faut être bien entouré. Puis, on se demandait aussi, parce que j'ai posé des questions à mes abonnés sur Instagram, mais je pense à des plateformes comme Wealthsimple qui offrent des comptes qui peuvent être gérés automatiquement par, je pense que ce sont des algorithmes qui gèrent ces comptes-là. Mais c'est quoi la différence, en fait, entre les algorithmes qui vont gérer mes comptes qui sont chez Wealthsimple en investissement versus un conseiller ou un planificateur financier? C'est sûr que les robo-advisors ont beaucoup fonctionné avec les plus jeunes, on va dire. Moi, souvent, je dis à notre clientèle, que ce soit les jeunes ou les plus grands, un robot reste un robot. Pour un planificateur financier, il va prendre le temps de comprendre les objectifs de l'individu pour lui donner le meilleur diagnostic possible. C'est comme la télémédecine. Si le télémédecin était un robot par rapport à un être humain derrière, ben, il y a déjà une grande différence parce qu'il ne va pas pouvoir poser les bonnes questions pour comprendre tes objectifs, ton temps de placement. Alors, c'est ce que tu vas lui donner comme information, mais ça ne sera peut-être pas assez nécessaire pour te donner les bonnes recommandations. Alors moi, ce que je suggère souvent, c'est que oui, on peut utiliser ce type de plateforme, mais il faut toujours avoir un planificateur ou un conseiller qui va nous aiguiller encore plus parce que le robot, c'est garbage in, garbage out. Et comme quand on va dans une clinique de médecin, ben, à un moment donné, si j'ai mal, je sais pas, à l'oreille, ben, si le médecin ne voit pas à l'intérieur de l'oreille,
il peut pas donner le bon diagnostic. Ouais. Il peut te dire, ah, ben c'est peut-être une otite, c'est peut-être pas une otite, c'est peut-être un mal de tête, mais sans le voir et le toucher. Et je dis pas qu'en finance, il faut qu'on le touche, mais il faut vraiment comprendre, poser des questions que le robot advisor ne fera simplement pas. Mm-hmm. Puis on parle aussi du fait que les finances, c'est un monde qui est assez froid, mais en tant qu'humain, tu sais, on a toujours la partie émotionnelle qui va venir altérer notre logique, puis on aura toujours du biais par rapport à ça, j'ai l'impression. Donc, il y a aussi le fait que le robot n'aura jamais ce côté-là émotionnel qu'on a. Donc, en tant que tel, est-ce que c'est plus pratique que la décision d'un humain? Je sais pas. Bien, c'est sûr que nous, de plus en plus, on fait des cours en tant que planificateur financier de finances comportementales. Okay. Parce que nous, en tant que planificateur, on a une valeur ajoutée à apporter au client. Oui. On l'accompagne dans tous ses rêves, dans ses objectifs de vie, dans les périodes les plus importantes, que ce soit l'achat d'une propriété, que ce soit le premier bébé pour ouvrir un régime d'épargne-études, que ce soit la préparation à la retraite, préparation d'un gros achat d'un chalet, d'une seconde résidence, tout projet de vie. Alors, le robot n'a pas cette empathie, ce côté émotionnel. Et quand on a un projet, d'habitude, on est toujours craintif, on n'est pas trop sûr, on a peur de poser des questions. Des fois, c'est encore tabou, les finances, oui. Puis on dit pas qu'on a accumulé des dettes ou on a des prêts, puis même avec notre conjoint, c'est difficile de parler de finances. Alors, vaut mieux parler à un étranger objectif que de parler à un robot qui va pas répondre et qui va pas pouvoir nous conseiller. Parce que les finances restent personnelles quand même. Il y a des choses dans la vie qu'on peut remplacer par un robot, mais anecdote, en France, j'étais en France dernièrement, dans un restaurant, ben, est-ce qu'on aime être servi par un robot à qui on peut pas lui dire j'aimerais plus de ci, plus de ça, ou ajuster, ou parler à un humain qui va nous dire quelle belle journée aujourd'hui, rendre l'expérience client encore plus belle. Vous savez quoi, je vous conseille ça, je l'ai essayé, ou un client l'a essayé. Alors, cette touche personnelle, le robot ne l'aura jamais. Alors, Mais en soi, je me demandais aussi parce que avec les planificateurs et les conseillers, naturellement, il y a des frais associés. Puis, il y a certaines personnes qui vont se dire « Ah, mais tu sais, si moi j'investis 100 000, si jamais j'ai des frais de 4 ça s'en vient beaucoup, versus telle chose. » Mais les frais, en fait, comment sont calculés? Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est 4 ou que ça diffère? Comment ça fonctionne? Les frais, il faut faire attention. Quand on parle de frais, quand on rentre dans une institution financière, on a des fonds mutuels. Okay. On ne charge pas de frais. Les frais sont à l'intérieur du fonds. Il faut demander à votre conseiller, c'est à l'intérieur. On ne paye pas un frais comme quand on va voir un comptable ou un spécialiste, un frais. En gestion privée de patrimoine, c'est basé sur des honoraires de gestion, parce que c'est de la gestion tactique, il y a des placements, il y a des décisions prises, et ces honoraires, souvent dans des comptes non enregistrés, sont déductibles d'impôts. Alors, ça reste encore avantageux. Et les titres qu'on choisit, ben, ils n'ont pas ce fameux frais relié à un fonds mutuel. Alors, il faut faire très, très, très attention. Et puis, c'est un mythe, les frais, de comparer exactement ce que j'ai. Et de plus en plus, au fait, les réglementations obligent les institutions à être transparentes dans ces frais et non de les imbriquer après rendement dans le fonds. Alors, il y a au Québec, on est très réglementé et de plus en plus, ils insistent pour que les gens, que les citoyens soient au courant puis que les institutions soient encore plus transparentes. Alors, moi, je dirais que ce soit Wealthsimple qui offre des fonds aussi. C'est sûr qu'il y a des frais à l'intérieur. C'est pas gratuit comme on l'annonce. Alors, de bien comparer, de vraiment prendre le temps de bien comparer et puis les conseillers, surtout les planificateurs, se doivent de vous expliquer la différence et c'est quoi la valeur ajoutée et comment ils sont rémunérés, que ce soit eux, que ce soit les plateformes ou des fois, indirectement, on dit qu'il n'y a pas de frais, mais il y a des frais indirects, cachés. Alors, très important de poser les bonnes questions. Parce que c'est ça, moi, on me parlait beaucoup des frais de planification, puis là, j'étais comme, non, mais tu sais, est-ce que je vais perdre de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on me charge autant cher? Mais quand tu dis que c'est par rapport aux fonds mutuels, j'aimerais juste clarifier, parce que des fonds mutuels, c'est quoi en tant que tel? C'est un panier de plusieurs actions. Au lieu de tenir un seul titre,
c'est un panier d'actions ou d'obligations d'investissement. On poule de l'argent ensemble de plusieurs investisseurs et on crée un fonds. Et ce fonds-là, il varie dépendamment de la tolérance au risque de l'individu. Il est offert dépendamment aussi de l'horizon de placement. Alors, c'est diversifié. Il y a différents types de fonds. Il y a aussi des FNB qu'on appelle des fonds négociés en bourse. Eux ont été beaucoup plus à la mode parce que justement, leurs frais étaient beaucoup moindres que les fonds mutuels. Mais aussi, FNB, il y a des frais imbriqués à l'intérieur qui sont moindres, je dois l'admettre. Mais c'est de la gestion, passive et non de la gestion active. Ce que je veux dire, ça suit un index. OK? Tandis qu'il n'y a pas un gestionnaire actif derrière qui passe sa journée devant un écran, qui achète, qui vend, qui prend des décisions selon les économistes et qui suit vraiment le marché et il y a un humain derrière. Alors, il y a différents produits disponibles dans le marché et moi, ce que je conseillerais, que ce soit les fonds ou que ce soit la FNB ou des titres individuels, parce que c'est risqué des fois de prendre un titre. Alors, on parle toujours de diversification. Alors, le planificateur financier, le conseiller va pouvoir vous aider justement à voir qu'est-ce qui vous convient le mieux selon vos objectifs et votre tolérance, parce que c'est pas tout le monde qui peut tolérer une baisse de 5, 10, 15 %. C'est rough des fois. C'est ça. Et dépendamment du projet qu'on a, si on veut acheter une maison, ben si c'est dans 2 ans, peut-être j'irai pas à 70 % accent, j'irai peut-être à du 30, 40. Alors, c'est comme ça, c'est pour ça que le planificateur est important dans ça, que quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de connaissances, qui se dit, moi, aujourd'hui, je vais commencer, je vais ouvrir un compte gratuit, je vais gérer ça, je vais lire quelques articles. It goes beyond, comme on dit. Ouais. Puis justement, tu parles de diversification de portefeuille parce que souvent, il y a eu plusieurs questions par rapport à ça. Lorsqu'on commence à investir, on dirait que tout le monde te dit « Investis, c'est la clé de devenir riche, tu vas être millionnaire en investissant. » Oui, mais tu commences par où? Tout le monde te dit d'investir à la bourse, mais t'es comme « OK, mais je fais quoi? Dans quoi j'investis? Combien je mets? Est-ce que j'achète une action seule ou est-ce que j'achète un FNB, ce qui est de ce que tout le monde parle en ce moment? » Donc, est-ce que tu peux nous aider un peu là-dessus, à nous éclairer parce qu'on est pas mal confus? Ah oui, définitivement. Écoutez, c'est sûr qu'il y a énormément d'informations. Il y a de l'information partout. Ouais. Alors, on est submergé, puis des fois, on redit, ben, avec tout ça, je préfère ne rien faire parce que c'est de l'inconnu. Alors, moi, à la base, ce que je dirais à chacune des auditrices, et je conseille fortement, c'est d'avoir un budget. Okay. De dire, c'est quoi ma capacité d'investir? Voici mon budget, voici mon coût de vie. OK, il me reste ça pour investir. C'est quoi ma tolérance si demain matin, je perdais ce montant-là? Et parce que dans le marché boursier, il y a des hausses et des baisses. Et le meilleur facteur en investissement, notre meilleur ami, c'est le temps. Alors, investir à court terme vis-à-vis long terme, mais le long terme a toujours été très bénéfique. Et moi, je dis à tout le monde, commencez jeune, parce qu'il y a les intérêts composés, l'accumulation, et le temps fait bien les choses. Alors, on vit des cycles économiques différents. Nos placements vivent des hausses et des baisses, mais à long terme, on est toujours plus gagnant. Une diversification est très importante parce que quand on se concentre sur un titre, comme l'expression anglaise dit « don't put your eggs in one basket », quand on se concentre, ben, on peut soit gagner, soit perdre. C'est comme aller au casino, dire rouge ou noir. Ouais. Mais si j'avais l'option de dire toutes les couleurs, un peu, ben, il y en a qui vont perdre, il y en a qui vont gagner. Alors, mais quand je parle de diversification, c'est pas diversifier dans différentes institutions. Parce que beaucoup d'institutions offrent les mêmes produits. Okay. Alors, c'est de diversifier, que ce soit géographique, dans quel pays, que ce soit diversification selon les industries, selon les différents types d'investissements. Mais pour ça, vous avez besoin d'être conseillé. Alors, à la base, budget. Deuxième chose, évaluer, on a ce qu'on appelle un profil d'investisseur. C'est quoi mon profil? Est-ce que je suis... c'est quoi ma tolérance? C'est quoi mes objectifs de vie? Et c'est combien mon temps, mon horizon? Par exemple, ma mère qui est à 4 ans ou 5 ans de la retraite et ma fille qui rentre aux études, c'est des profils complètement différents. Moi, par exemple, mon régime épargne d'études, quand ma fille, elle avait 2 ans, je pouvais me permettre de prendre plein de risques parce que je sais qu'elle va pouvoir se reprendre avant qu'elle arrive à 16, 17 ans. Oui. Mais à 14, 15, 16 ans, ben, je vais revoir justement mon pourcentage en actions et en obligations parce que je m'approche à une période où je vais commencer à retirer. Alors, je veux m'assurer que quand je fais des retraits, que je suis quand même
gagnante. Alors, ma tolérance au risque va diminuer. Alors, c'est tous des facteurs à vraiment prendre en considération. De ne pas écouter, beaucoup de gens ont fait l'erreur, là, c'est le temps de la crypto-monnaie, je vais acheter de la crypto, je vais devenir riche. Il n'y a pas de recette. S'il y en avait, moi, je serais sur une île déserte, paradisiaque. Une île paradisiaque en train de boire des mojitos, des espresso martini. Living the good life. Exactly. Mais il n'y a pas de recette miracle. C'est le temps, la patience, et il faut enlever les émotions. On travaille tellement dur pour notre argent. Oui. Alors, même moi, qui est planificateur financier, c'est pas je ne gère pas mon argent toute seule. J'ai des gestionnaires de portefeuille qui me donnent des conseils. J'ai un planificateur financier autre que moi parce que je suis trop subjective, je suis trop reliée, c'est trop émotionnel. Alors, il me faut quelqu'un qui voit la vision globale, vraiment une vue 360 sur tous mes projets, mes objectifs, qu'est-ce que je veux faire dans la vie pour pouvoir me donner les meilleurs conseils. Oui. Puis, justement, tu as parlé d'actions et d'obligations, mais certaines personnes qui n'ont peut-être pas eu de cours de finance ne savent pas c'est quoi les différences entre les deux. Donc, je te pose la question. Quelle est la différence entre des actions et des obligations? Bien, les actions, c'est tout ce qui est relié au marché boursier en sens c'est des actions d'entreprise. Tu as des actions de différentes compagnies qui sont listées dans différentes bourses, types de bourses, tandis que les obligations, c'est relié souvent à des municipalités, c'est des emprunts gouvernementaux et c'est plus à c'est du revenu fixe qu'on appelle, qui rapporte un certain revenu qui est plus récurrent. Par contre, les actions comparées aux obligations, small risk, small reward. Alors, ça, c'est ce qu'on dit pour les obligations et les revenus fixes. Tandis que les actions, big risk, big reward. Alors, le potentiel d'aller chercher plus de rendement est plus là aux actions, mais c'est plus risqué. Alors, trouver le bon équilibre entre les deux et quelqu'un qui est jeune, qui essaie de l'argent, qui réalise dans son budget qu'il n'a pas besoin tout de suite, mais peut-être qu'il va aller à 70% en actions, 30% en obligations, ou des fois même 90% en actions et 10% en obligations. Alors, ça dépend vraiment comment on a les nerfs solides, comment on se sent en face à une baisse, puis est-ce que j'ai besoin ou pas de cet argent à court, moyen terme. Puis justement, tu parles du marché qui subit une baisse des fois parce qu'il y a beaucoup de hauts et de bas dans le marché. Comment est-ce qu'on devrait gérer nos investissements lorsqu'il y a une baisse ou lorsqu'il y a une hausse? Est-ce qu'il y a des biais cognitifs qu'on a quand ça arrive, en fait? Malheureusement, les gens ont tendance, dès qu'ils voient une baisse, ils paniquent, ils perdent de l'argent, ils vendent. Mais quand, par exemple, il y a un solde chez Zara, est-ce que tu achètes ou tu vends? Alors, quand le marché baisse, tu achètes. Buy low, sell high. Alors, et les gens, l'euphorie, quand ça monte, ils pensent que ça va monter encore. Des fois, c'est peut-être arrivé à un summum, peut-être qu'il faut un peu réduire et vendre. Alors, c'est pour ça que si c'est nous-mêmes, on vit le cycle des émotions, puis on est vraiment rattaché et subjectif, on risque de faire des erreurs. Mais quand c'est géré de manière objective par des professionnels, c'est là où on est à l'abri de nous-mêmes et eux, exactement, et eux font les choix à notre place, puis c'est souvent des choix qui sont quand même judicieux et pour notre bien. Alors, c'est ça, buy low, sell high, au lieu de faire le contraire, qui malheureusement, la nature humaine veut pas, c'est ce qui arrive. Et moi, souvent, ce que je dis, même je le dis à mon mari, je dis arrête de regarder quand ça. Il regarde pas quand ça va bien. Son portefeuille. Parce qu'il n'est pas inquiet. Il regarde quand ça va mal. Oh mon Dieu, est-ce qu'on doit vendre? Qu'est-ce qu'on fait, Léa? Non, on ne regarde même plus. Je lui dis, tu te rappelles, quand on a investi cet argent, c'était pour du long terme. Alors, just don't look at it. Forget it. Puis, une fois par année, il y a une révision de portefeuille. Oh, finalement, la crise de la COVID n'était pas si pire. On est allé à moins 35, on est remonté à plus 30. Alors, le marché, c'est vraiment une question de temps, de patience et de ne pas être trop émotionnel. Parce que sinon, ce n'est pas pour nous. Parce qu'il y a d'autres types de produits, des certificats de placement garantis, dont le capital est 100% garanti. Et il y a du marché monétaire aussi qui peut fluctuer, mais le risque est très moindre et très bas. Mais le rendement, il n'est pas aussi rentable. Actuellement, avec les changements de taux, c'est sûr que les taux des placements ont augmenté, mais demeure qu'à long terme, c'est d'être investi est plus bénéfique.
Là, beaucoup de gens parlent immobilier, qu'est-ce qu'on fait? Exact, c'est la question chaude du moment, là. Exactement. Mais moi, comme je dis à tous nos clients, surtout quand il y avait une surenchère, les taux étaient hyper bas, les gens voulaient investir en immobilier beaucoup. Ça fait combien de temps de ça? Ça, c'est pendant, il y a moins de, quand les taux étaient bas, ça a commencé à la COVID, quand il y avait des surenchères à Montréal, à Laval, à peu près partout dans la Rive-Sud. Les taux étaient très bas, à 1,82% pour emprunter un taux hypothécaire. Contrairement à ce qu'on a en ce moment, c'est très bas, effectivement. Il y a des 6, des 7, des 8 actuellement. Ouais. Alors, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bon, j'investis en immobilier, je vais devenir riche, les loyers augmentent aussi. Alors, l'immobilier, c'est comme les placements, il faut diversifier. Okay. Comme moi, si je décide de m'investir, est-ce que je m'investis 100% juste dans la bourse ou 100% en immobilier? Malgré que ça a été prouvé que le marché a toujours été plus intéressant, ben l'immobilier est quand même intéressant. On a maintenant de plus en plus d'investissements liés à l'immobilier, qu'on appelle des REITs. Alors, c'est des investissements, au lieu d'acheter, puis avoir à gérer, puis avoir des frais de condo et quelqu'un, c'est des unités d'investissement immobilier. Okay. Et puis, c'est comme si on achetait de l'immobilier, mais on ne l'a pas. Et c'est quelqu'un d'autre qui le gère et ses revenus sont basés là-dessus. Alors, il y a même maintenant ce type de titre. Mais si on parle de l'immobilier pur, ben, il faut prendre en compte que l'immobilier, que ce soit pour une résidence principale ou un investissement, ben, il y a des frais reliés à ça. Mm-hmm. Il y a des frais de notaire, il y a des frais de condo, il y a des taxes de bienvenue, taxes scolaires, taxes municipales, ça augmente, il faut budgéter, il faut avoir la capacité d'emprunt. Si on a des bons salaires, c'est le temps de faire, d'habitude, première étape, c'est d'évaluer notre capacité d'emprunter. Nous, on est chanceux au Canada, on a appris de la bulle immobilière des États-Unis. 2008. Oui, exact. On a serré beaucoup les vis pour qualifier quelqu'un pour un emprunt. Cependant, le stress test qu'on doit faire pour dire, ben, si j'ai une augmentation de taux, comme on le voit actuellement, avec un coût de vie et l'inflation qui a augmenté comme pas possible, ça devient très difficile pour quelqu'un qui s'est qualifié à un taux de 1 ou à 2%, d'arriver à payer à 7, 8. Malgré qu'il y a un stress test au Québec qui se fait aux alentours de peut-être 5%, dépendamment des institutions, mais qui voit si la personne est capable de vivre à ce moment-là. Pour ça qu'il est toujours intéressant de s'assurer de notre capacité d'emprunt, mais pas aussi de serrer dans notre budget au point où on n'est pas en mesure d'avoir un fonds d'urgence, parce qu'il faut toujours, dans notre planification, avoir un fonds d'urgence, l'équivalent au moins de 3 mois. On ne sait jamais perte d'emploi. On est chanceux au Québec, on est en plein emploi, mais on n'est jamais à l'abri d'une crise, d'une récession. Alors, il faut toujours avoir des plans B. L'immobilier est très, très intéressant, mais il faut évaluer si c'est rentable ou pas. Il faut évaluer si on veut rester au Québec ou pas, si on veut déménager, si on veut se marier, on veut acheter avec quelqu'un d'autre. C'est quoi nos projets de vie? Ben, ça affecte beaucoup la décision d'acheter ou de rester à loyer. Parce qu'il y a des mythes qui disent, quand tu as un loyer, tu jettes ton argent par les fenêtres. C'est ça qu'on entend souvent, justement, puis c'est la question qu'on se pose en tant qu'étudiante. Tu sais, c'était ça les questions chaudes, en fait, quand j'ai posé mes questions. C'était, est-ce que c'est encore vrai que acheter est un actif ou est-ce que louer est rendu la meilleure forme d'investissement pour nous en ce moment? Je vais vous répondre, ça dépend. Okay. Parce que une ou l'autre, ça dépend vraiment de la situation de l'individu, la situation personnelle de l'individu. Avoir, par exemple, il y a des loyers qui sont rendus à 2 000 $ et peut-être que c'est le prix, exactement, et c'est peut-être le prix d'une hypothèque. Mais est-ce que mon budget me permet de payer les frais de condo? Si c'est un condo, est-ce que ça me permet de payer les taxes? Et est-ce que je vais vouloir quitter à Toronto? Est-ce que je vais payer une pénalité si je vais la vendre quand le marché est baissier? Ou au contraire, je vais le louer? Alors, c'est vraiment tellement une question que beaucoup de personnes nous posent, mais ça dépend vraiment de la situation. Je sais que c'est plate comme réponse, mais allez consulter quelqu'un qui va vous aider, parce que c'est un gros achat. C'est pas comme si j'achète, ça va être un des plus gros achats de votre vie. C'est pas comme si j'achète un T-shirt chez Zara où je peux aller le rendre et puis j'ai pas de conséquences ou c'est pas si petit sur mon budget. Ça prend de la réflexion. La même chose pour une voiture.
Moi, j'ai des amis qui me disent, OK, je loue, j'achète mon véhicule. Est-ce que j'achète une voiture électrique avec le prix de l'essence qui n'arrête pas de monter? C'est quoi le point où c'est le plus avantageux pour moi? Alors, moi, je dis toujours, regarde ta situation, fais-toi un tableau Excel, fais-toi accompagner, puis il n'y a pas une réponse one size fits all. Okay. C'est vraiment du cas par cas. Peut-être que pour moi, aujourd'hui, c'est mieux que je reste à loyer et accumuler assez pour avoir une mise de fonds intéressante pour l'achat de ma propriété. De voir si je suis célibataire, je deviens en couple, si l'union fait la force, on met nos avoirs ensemble, qui va nous donner une meilleure capacité et une tranquillité d'esprit qui va nous permettre d'acheter et d'évaluer le prix de 2 loyers. C'est quoi mon coût à gagner? C'est sûr qu'à la fin, au moins, la propriété nous appartient. On a de l'équité qu'un loyer. Par contre, c'est pas fait pour tout le monde. C'est ça. Puis tu as parlé justement de l'achat d'une maison en couple. Puis ça me fait penser à, mettons, un couple se sépare, l'achat d'une maison, 25 75 pour la mise de fonds. Est-ce que lorsque la maison va être vendue, ça va nécessairement revenir aux proportions que chacun a mis dans la mise de fonds, ou est-ce qu'il pourrait avoir une revendication qu'admettons, ils veulent avoir 50-50? Comment ça fonctionne? Ça dépend aussi, est-ce que le couple est marié? Okay. Sur est-ce que c'est société d'acquis ou séparation de biens, parce qu'on a des régimes qui s'offrent au Québec. Pour les conjoints non mariés, c'est différent aussi. Il y a d'autres règles qui s'appliquent. Les gens, malheureusement, il y a des mythes qui disent « Ah, mais si on habite assez longtemps ensemble, on a les mêmes droits du patrimoine familial », qui n'est pas le cas. Patrimoine familial s'applique à un couple marié et non les conjoints de fait. Et patrimoine, ça dépend aussi de ce qu'on a signé. Alors, moi, je dis toujours à mes jeunes couples, même à ma sœur qui a 19 ans, avec son copain, ça fait 3 ans, et ils me posaient des questions. Je leur dis, faites une entente quand ça va bien et pas quand ça va mal dans un couple. Exact. Alors, quand ça va bien dans vos débuts, c'est là où vous en parlez. Malgré que c'est un sujet tabou, vaut mieux en parler au début. Écoute, toi, tu amènes 50% ou 75%, faisons un papier officiel. On ne sait jamais ce qui va se passer pour que c'est ton droit, ça te revient, et mon droit me revient. Puis c'est notarié, encore plus, se protéger dans ces choses-là. Parce que c'est pas quand ça va mal qu'on va s'entendre. C'est là qu'il y a la chicane. C'est ça. Et ça va pas bien. Exact. C'est sûr que les couples mariés sont plus protégés, entre guillemets, dépendamment s'ils ont des sociétés d'acquis, ça veut dire partage 50-50, peu importe. Bon, c'est sûr que s'il y a un héritage, un don, ça appartient à un individu, mais le patrimoine familial inclut la résidence principale, les véhicules, les régimes de pension, ainsi de suite. Il y a une liste de patrimoine familial que le planificateur financier peut passer à travers avec vous. Mais il y a aussi une entente qu'on peut signer, séparation de biens, parce que disons que j'épouse mon mari qui avait des actifs avant d'être avec moi, puis pourquoi je vais bénéficier de ça? Ben lui, il est liste en termes de séparation de biens. Moi aussi, mes parents m'ont donné une certaine somme que je veux protéger, disons. Ben je la liste dans la séparation de biens. C'est clair dès le début. Il y a une entente. On est mariés, mais au moins, on sait exactement que de payer des frais d'avocat, de se battre à la fin, puis de... Ouais. Alors, quand ça va bien, c'est le temps de le faire. Je me rappelle, à HEC, j'avais un professeur, justement, dans un de mes cours de planification financière, me disait... 2 choses dans la vie si vous voulez apprendre de moi. Ne jamais vous marier et toujours vous incorporer. J'étais dans sa classe, j'avais une bague, j'étais fiancée. Je me suis dit, oh, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que je fais pour me protéger? Non. Mais blague à part, c'est très, très important de le faire, d'avoir la discussion avec votre conjointe respectif et puis de leur dire, écoutez, c'est pas parce que je fais pas ça ou je vais pas te faire signer un prenup parce que j'ai envie de le faire ou parce que je pense qu'on va se séparer. C'est pour nous deux, pour avoir une certaine conscience tranquille. Surtout qu'aujourd'hui, au Québec, malheureusement, et partout dans le monde, le taux de divorce est très, très, très élevé. Il est beaucoup plus accepté. Oui. Alors, protégeons tout le monde et puis protégeons aussi nos enfants. Ben c'est ça. Puis je pense au fait, lorsqu'on fait un prenup, de un, me semble qu'au Québec, on a un autre terme que prenup, qui n'est pas exactement la même chose qu'aux États-Unis. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Parce que justement, moi aussi, je suis confuse par rapport à ça. C'est sûr que ma notaire pourrait en vous dire... c'est sûr que dans mon équipe, j'ai une notaire, mais elle pourrait en dire plus. C'est vrai que ça a un autre... C'est une convention...
j'ai convention en actionnaire, ça c'est pour une entreprise, mais convention, je pense que c'est une convention de couple. OK. J'ai peut-être pas le bon terme, mais Quelque chose du genre. c'est ça. Il y a une convention qu'on signe entre deux personnes, deux OK. conjoints, conjointes, et puis c'est là où on décide les termes. Et moi, je dis, oui, on peut le faire papier crayon, il y a des modèles en Internet, mais on risque, pas par mauvaise volonté ou quoi que ce soit, mais on risque de peut-être pas bien se couvrir ou bien protéger l'autre. Alors, vaut mieux voir un spécialiste, que ce soit un notaire, un planificateur financier qui va pouvoir vous aider là-dedans. C'est ça, parce que ce que je me demandais aussi, c'est que quand on est en couple, est-ce qu'on doit nécessairement aller voir un notaire pour faire cette séparation de biens ou est-ce qu'on peut se faire un papier crayon? Écoute, toi, le chat te revient, l'appartement, ça va 50-50, les meubles, ça va à toi. Est-ce qu'on doit nécessairement passer par un notaire pour faire ça? C'est ça, papier crayon, entre nous, la valeur n'est pas... C'est comme quand on fait un testament sur papier crayon. Il faut le faire homologuer lors d'un décès ou quoi que ce soit. Moi, je vous conseillerais d'aller voir un professionnel. Peut-être pas tout de suite le notaire, c'est votre conseiller qui va vous envoyer vers la bonne personne. Mais idéalement, oui, parce que la valeur légale du papier, à moins que ce soit bien... Elle n'a pas peut-être la même impact. Exactement. OK. Donc, si vous êtes en couple, faites un prenup. Moi aussi, c'est ça que je me suis toujours dit si jamais je me marie un jour. Juste au cas où, j'aime mieux que la séparation soit claire, que tout le monde ait sa partie, qu'on s'entende là-dessus avant justement que ça aille mal. Parce que quand ça va mal, c'est là qu'on devient aigri et que la nature humaine prend le dessus. Donc, c'est pas le moment de faire des papiers. Définitivement. Ouais. Puis, on a une crainte et puis de se dire, si j'ouvre le sujet, il va peut-être mal le prendre ou il va penser que j'ai un plan B ou un plan C. Non, dites-lui, écoute, c'est juste pour nous protéger les deux, par sécurité. Exact. Puis moi, j'ai eu la conversation avec mon copain aussi, puis les deux, on est pareil. On est comme, s'il y a quoi que ce soit, on aime mieux que ce soit clair, bien fait, puis que ce soit juste tout réglé, pas de problème. On est comme, OK, c'est ce qui arrive, c'est malheureux, mais il n'y a pas de chicane, tout le monde parle de ce qui a été établi, puis ça finit là. Exact. Ouais. Puis justement, est-ce que toi, tu as des conseils sur comment ouvrir une conversation par rapport aux finances dans un couple? Parce que des fois, c'est très tabou comme sujet, puis touchy. C'est vrai que ce l'est. Alors, il faut déjà trouver un moment où les deux personnes, sont dans une position à avoir cette discussion et dire, écoute, aborder le sujet d'une manière constructive. Jamais, OK, je pense qu'il faut qu'on en parle, puis ça me cause du stress, puis d'être négatif, puis d'être à la défensive, ça va rien apporter. Mais d'apporter une conversation constructive et claire, même avant d'emménager avec quelqu'un. Je me rappelle, moi, j'ai rencontré mon conjoint dans mes débuts vingtaine, et puis on a eu une discussion, il m'a dit, écoute, moi, mes parents faisaient ça de cette manière. Est-ce que cela te convient? Je lui ai dit, parfait. Moi, ce qui est important pour moi, exemple, j'aime voyager. Est-ce qu'un compte voyage conjoint répondrait à nos besoins? Oui, parfait. C'était clair. OK, est-ce que nous, on envisage bâtir notre patrimoine ensemble? On était jeunes, on sortait des bancs d'école. Ouais. Est-ce qu'on se marie, société d'acquet? Alors, d'avoir cette discussion, justement, au début, de trouver, c'est sûr, c'est pas avant de dormir, 5 minutes avant de dormir ou la personne à moitié endormie. C'est trouver un bon moment, aller prendre un café avec la personne ou pendant la fin de semaine, quand la personne n'est pas stressée et puis dire, écoute, je pense que c'est un bon moment pour en parler. Puis de préparer le terrain aussi en avance. Je lisais un article là-dessus ou d'amener une conversation ou mes amis ont fait ci. Alors, comme tout sujet... de projet, est-ce que tu veux des enfants ou pas, c'est un sujet aussi tabou. C'est des grosses questions. C'est des grosses questions. Les finances, c'est aussi important. Puis ça me fait penser aussi, des fois, on entend que faire un compte conjoint puis avoir tous les actifs des deux personnes ensemble dans un même compte, c'est l'affaire la plus sécuritaire à faire. Mais est-ce que c'est vrai, ça? Ou, selon toi, est-ce que c'est, j'allais dire smart, mais est-ce que c'est le meilleur move que tu préfères avoir les comptes ensemble? Ben, moi, je dis l'union fait la force en temps normal parce que il y a pas de...
Il n'y a aucun jugement à porter là-dessus parce qu'il y a plusieurs façons qui fonctionnent. Moi, je vois des couples, ils ont des tableaux Excel, dépendamment du revenu de chacun, ils payent les factures en proportion. Puis ça fonctionne pour eux. Moi, il y a des couples où il y a des années où, par exemple, moi, je vais faire un peu plus de revenus, mon mari va faire plus de revenus, mais ça s'équivaut, mais on a bâti ensemble, puis on a des enfants, bien, tout est conjoint. Pourquoi pas? Surtout qu'avant, les comptes, s'il y avait un décès de l'un ou de l'autre, les comptes étaient gelés. Là, la loi a commencé a été modifiée. Alors, ça ne gèle pas automatiquement. C'est sûr que les CELI, les gens ne peuvent pas l'avoir conjoint. Alors déjà, ça leur donne une option d'avoir un compte à part, les comptes d'épargne d'impôt. Mais moi, je dis, c'est vraiment ce qui fonctionne pour le couple. Mais en règle générale, moi, ce que je vois, et c'est pas la meilleure solution, mais ce que je vois, c'est que dans tous les projets, l'union fait la force, que ce soit un partenaire dans une compagnie, mais quand c'est clair, il y a une convention entre actionnaires dès le début, avant que ça aille mal, mais quand les règles sont claires, il n'y a pas plus facile à gérer. Alors, pour le couple, ça va dépendre des habitudes. Il y a aussi les valeurs personnelles. Par exemple, moi, nos parents, ils avaient toujours conjoint et il n'y avait pas de différence. Il y a d'autres personnes, non, ça a toujours été séparé. Mais là, imagine, moi, j'ai une augmentation de salaire, je ne vais pas lui dire, le pourcentage du tableau Excel ne balance plus. Moi, j'ai acheté le canapé, quand on se sépare, ben, toi, tu as acheté la moitié. Ça peut causer aussi un stress. Et puis, c'est balancer tout ça, balancer toutes les factures. Ah, est-ce que je lui demande le virement qu'il me devait? Alors, c'est de tout automatiser un système clair, puis d'avoir une entente, puis moi, ce que je conseille, c'est de revoir son budget une fois par année, puis d'avoir cette conversation au moins une fois par année, et lorsqu'il y a toujours un changement important dans la vie. Et c'est ce qu'on dit aussi à nos clients en tant que planificateur financier. Moi, je veux vous rencontrer idéalement une fois par année. Mais à chaque fois que vous avez un changement de vie, que ce soit un projet d'achat de maison, que ce soit un enfant, que ce soit un gros voyage, que ce soit un achat d'une seconde résidence, n'importe quoi, venez me voir, consultez-moi, ça risque de changer quelque chose, votre portrait. Alors, la même chose avec votre conjointe respective, puis de regarder, bien là, à la fin de l'année, on voit un bilan, bien là, je pense qu'on a trop dépensé à la SAQ. Peut-être l'année prochaine, on va faire autre chose. Ou bien, restaurant, c'est vrai que les prix ont augmenté, mais on n'a pas baissé notre cadence. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi nos priorités dans la vie? On aimerait ça voyager l'année prochaine. Bien, épargnons en conséquence. Et en ayant ces conversations, ça va rendre le sujet moins tabou, plus à l'aise, de créer ce confort. Parce que moi, je connais des couples qui cachaient, par exemple, madame allait dépenser, acheter des chaussures, elle les cachait, elle ne voulait pas que le conjoint sache. Ouais. À un moment donné, elle s'accumulait des dettes de carte de crédit, elle avait peur de lui dire. Et là, ça a créé tout un monstre. Et quand il l'a su, ben lui, c'était l'apocalypse. Il ne pensait pas qu'ils étaient dans une situation où ils devaient refinancer l'hypothèque. En tout cas, ça a pris des mesures incroyables. Mais il ne faut pas attendre que ce soit grave avant de planifier et de s'organiser. Toujours mieux prévenir que de guérir. Exact. Puis, tu as touché un sujet aussi, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas les CELI REER, puis il y a aussi le CELI App qui vient de débuter, en fait, au Canada. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différences, autant au niveau de l'impôt, puis qu'est-ce que ça fait, en fait, D'ailleurs, beaucoup de gens se mêlent entre les produits. Oui, CELI, REER, RAP. Il y a le RAP pour acheter une propriété, régime d'accession à la propriété qui est relié au REER. Et on a le CELI App qui a été créé. Au fait, à la base, le gouvernement veut créer des saines habitudes d'épargne et veut encourager les gens. C'est sûr qu'avec les valeurs de propriété qui augmentent, l'accès à la propriété est devenu de plus en plus difficile. Alors, ces programmes ont été créés justement avec des avantages, le REER pour la retraite, le CELI pour de l'épargne à long terme, à l'abri de l'impôt, et le CELIA pour pouvoir accéder à la première propriété. Alors, c'est sûr qu'il y a un tableau d'admissibilité pour chacun. Il y a des critères, que ce soit l'âge, que ce soit les montants limites qu'on peut cotiser, 8 000 au CELIAP, 5 000, ça a commencé en 2009 pour le CELI, et ça augmente, des fois c'est 5 500, maintenant on était à 6 500, un total peut-être de 88 000 pour quelqu'un de 18 ans et plus.
Et chacun a des particularités. Mais il y a un tableau qui est parfaitement fait, qui différencie les trois avec les critères d'admissibilité. Je pourrais te le faire parvenir. On pourra l'afficher aussi comme document. Ben oui, c'est ça. Puis là, j'ai fait mon site web, j'ai un blog. Donc, on peut faire peut-être un petit segment sur la différence entre les CELI, REER et... C'est le RAP ou le CELI App, en fait? Il y a CELI App et le RAP. RAP, c'est relié au REER, ça existe depuis longtemps. Okay. Alors, un RAP, c'était un régime d'accessibilité d'accès à la propriété et ça nous permet de retirer de nos REER sans payer d'impôts. C'est comme un emprunt de mois à mois qui me permet d'acheter une propriété et je rembourse mon REER sur 15 ans. Et au début, c'était à 25 000. Ils ont augmenté jusqu'à 35 000 parce que les propriétés ont pris des valeurs. Mais ça, c'est un type de façon de faciliter la mise de fonds. Et le CELI App, c'est rajouté. On peut faire les deux parce que les mises de fonds sont rendues de plus en plus grandes. Ben, c'est ça. Et on peut avoir de l'aide pour l'achat de la première propriété. Très important, il y a des critères de première propriété. Mm-hmm. Moi qui ai déjà une propriété où, disons que je me sépare, je ne peux pas tout de suite. Je dois attendre un 4 ou 5 ans, dépendamment des programmes, pour pouvoir contribuer et être éligible. Mm-hmm. D'où l'importance de consulter pour les jeunes et spécifiquement quel est le meilleur véhicule de placement qui me convient, que ce soit, est-ce que je commence avec mon REER, je commence avec mon CELI ou mon CELI App, est-ce que je fais les trois? Alors, selon la situation de chacun, ça serait intéressant de démystifier le tout. D'où, en ligne, il y a plusieurs tableaux, mais il y en a un qui est vraiment bien fait, qui met vraiment les différences claires. Voici pour être admissible, les critères, l'avantage fiscal de le faire, pourquoi le faire, et puis tous les critères de sélection. OK. Puis, est-ce qu'en ligne, admettons qu'on hésite justement toutes comment on appelle ça? C'est des... Les véhicules de placement? Véhicules de placement, merci, c'est ça le terme que je cherchais. Est-ce qu'on a un quiz en ligne peut-être qui va nous permettre, avec quelques questions, de nous indiquer, admettons, quel véhicule de placement serait le meilleur pour nous? Oui, il y a j'ai vu en ligne quelques institutions le faire justement pour, avez-vous plus de 18 ans? Oui, vous êtes éligible à ça. Est-ce que, c'est quoi votre projet? Dans combien de temps? Vous devriez investir dans ça. Encore une fois, ça ne prend pas en compte tous les aspects, d'où l'importance de voir quelqu'un en succursale. OK, je comprends. Puis, par rapport à ça, justement, on va plus aller vers le sujet des cartes de crédit. Oui. Qui est quelque chose que la majorité des personnes ont. Puis aussi, peut-être qu'on pourra toucher un peu la cote de crédit par la suite. Oui. Mais j'ai eu la question, en fait, comment est-ce qu'on choisit une carte de crédit pour soi-même? Alors, ça dépend vraiment de ce qu'on aime, ce qu'on recherche avec la carte de crédit. Okay. Par exemple, moi, j'aime voyager. Alors, j'ai toujours cherché une carte de crédit qui me donne des points voyage. Je me rappelle, au début, quand ces cartes sortaient, j'ai jamais utilisé ma carte de débit. Dans le temps, j'achetais mon café chez McDo à 1$ avec ma carte de crédit. On me regardait, OK, elle a peut-être des problèmes financiers, elle paye ça par carte de crédit. Mais moi, j'étais une grande adepte de la carte de crédit pour avoir des points. Mm-hmm. Alors, ça dépend ce qu'on veut. Puis, je sais que mes habitudes financière était de payer, je suis très assidue, je paye ma carte de crédit à temps et je ne veux pas payer d'intérêt à 18, 19, 20%. Alors, à la base, comment choisir? C'est de connaître est-ce qu'on est quelqu'un d'assidu ou quelqu'un de nonchalant, quelqu'un qui dépense beaucoup? Alors, de se connaître. Et ça, c'est pour établir quelle carte de crédit. Est-ce que je mets beaucoup d'épicerie? Est-ce que je mets de l'essence? Et trouver la carte qui répond à nos critères selon notre profil de dépenses. Mm-hmm. Aussi, il y a des cartes de crédit qui offrent des taux moindres. Alors, si on garde une certaine balance sur la carte, au lieu de payer du 10-18, il y a du 14, du 12, mais d'évaluer si on a un bon salaire, est-ce que la marge de crédit est plus avantageuse? Moi, je conseille à tout le monde, s'ils peuvent éviter de garder des balances, parce que c'est le produit qui a un taux d'intérêt qui est très élevé. Alors, j'essaie d'éviter ou de l'utiliser justement à bon escient pour avoir de l'essence, du cashback, selon le besoin de chacun, des voyages, comme dans mon cas. Alors, c'est quoi notre utilité? Mm-hmm. C'est quoi notre...
est-ce qu'on est dépensière ou pas déjà, parce que peut-être la carte de crédit n'est pas une option si on est accro aux dépenses, parce que c'est un bout de plastique, mais qui peut être très dangereux. Ben, c'est ça, surtout, tu sais, avec de l'argent monétaire, tu vois l'argent, tu mets genre 20$ sur un truc qui coûte 100$. Donc, on dirait que tu le vois plus. Puis là, t'es comme, c'est quand même cher, hein? Mais quand c'est une carte, tu fais juste taper, surtout avec le sans contact maintenant. Oui. Tu fais juste tac. C'est comme si ta carte de crédit payait pour toi. C'est comme si ça vient pas de ton compte, c'est la carte de crédit. T'sais. Ça va être plus tard. Ma fille, en vacances, elle dit « Maman, t'es riche, t'as juste à faire tic. » Et puis, je dis « Non, tu sais pas, ça, il y a une facture qui est reliée après. » Et là, je lui ai expliqué. Elle dit « Ah, la facture, tu peux la payer quand tu veux. » Je lui ai dit « J'ai un certain nombre de jours pour ne pas payer d'intérêt. J'ai presque l'équivalent de mois. Surtout maintenant, au Québec, il y a des articles qui sortent qu'on augmente. D'habitude, le paiement minimum était à 3%. Il l'augmente à 4%. Je lisais ça dans un article. Alors, pour pousser les gens à rembourser, parce que les dettes des cartes de crédit augmentent. Mais c'est ça, les compagnies de cartes de crédit, ils font de l'argent avec ça. C'est de l'intérêt. Mais pour l'individu, il y a peut-être d'autres sources de prêts à moindre. Et plus on garde des balances sur les cartes de crédit sans le payer minimum, plus notre code de crédit est affecté. Ouais. D'ailleurs, pour les jeunes, je les recommande fortement de faire très attention. Parce que il faut pas jouer avec notre bureau de crédit parce que quand on le ruine, ça prend beaucoup de temps pour se rebâtir et ça nous handicape toute notre vie en termes d'emprunt, de projet, d'acheter une maison. Alors, à la base, dès ses 18 ans, moi, je vois beaucoup de jeunes aller chercher leur première carte de crédit, la loader, puis dire « Oh, je paierai quand je pourrai ». Mais quand ils arrivent à un certain âge où ils sont plus responsables, ben, malheureusement, ils ne se qualifient pas. J'en ai fait des prêts dans ma carrière à mes débuts dans une institution financière, puis je voyais des cas, c'est triste à dire, mais ils ne pouvaient pas. Et c'est pas par manque. Des fois, ils avaient l'argent, c'est juste par... vraiment de la nonchalance, des oublis, manque de discipline. Alors, en finance personnelle, la discipline est de mise et les cartes de crédit, ça peut être un outil très avantageux pour quelqu'un qui sait bien en bénéficier pour des voyages, des points, des remises. Cependant, peut être très dangereux et néfaste pour le futur si c'est mal géré. Alors, watch out pour les cartes de crédit. Puis en tant que tel, c'est quoi une bonne cote de crédit en ce moment? Bien, ils disent aux alentours de 700 et quelques. Le 800, c'est excellent, 800 et plus, mais dans les 700, on est correct. Quand ça vient en dessous de 650, c'est là où ça affecte. Ce qu'on peut faire de plus en plus, bien, vous demandez, on a 2 sources de bureaux de crédit au Canada, Equifax et TransUnion. Vous faites une demande en ligne, ils vous envoient votre rapport. De plus, de nos jours, avec les cyberattaques de plusieurs institutions, nos informations personnelles, moi, je vous conseille, c'est rendu comme du Spotify puis du Netflix, un abonnement à ces agences, une ou l'autre, pas obligé les deux parce qu'elles se parlent quand même, Equifax et TransUnion, d'avoir un abonnement pour avoir son rapport et de voir que, OK, voici ma cote, j'ai pas eu de cyberattaque, personne n'a utilisé mes informations personnelles ou mes mots de passe. Ça devient de plus en plus un must, un beau cadeau à s'offrir pour se protéger. Ben c'est ça. Puis moi, je pense, admettons, en ce moment, je suis avec Credit Karma pour suivre ma cote de crédit. Mais est-ce que cette application-là track aussi si, admettons, quelqu'un vole mon identité puis va aller créer une nouvelle carte de crédit puis dépenser? Parce que je sais que c'est quand même arrivé à beaucoup de personnes qui ont une carte de crédit qui apparaît soudainement à leur nom. Puis... Credit Karma, je connais moins. Moi, je suis plus TransUnion et Equifax, mais c'est deux entités reconnues au Canada. Eux le mentionnent. Credit Karma, il faudrait vérifier dans leur politique. Mais c'est mon Credit Karma, dans le fond, si je ne me trompe pas, est lié à mon TransUnion. Ah, ben si c'est lié, oui. Puis les institutions financières aussi, par exemple, quand vous avez votre compte dans une institution, ils vous donnent des alertes de score de crédit aussi de plus en plus. Ça vous permet aussi d'avoir une vision. Puis dès que quelque chose apparaît. Et l'autre chose, c'est de ne pas faire trop de demandes de crédit, que ce soit une carte de crédit, un prêt, une marge dans la même année. Puis ça baisse votre code de crédit. Puis faites le ménage. Avoir plein de cartes de crédit avec des limites,
c'est pas plus avantageux que d'en avoir une ou deux et d'avoir une bonne constance dans son remboursement, de bien la gérer et de la garder longtemps. Alors, de trouver un équilibre là-dedans, parce que trop de cartes et trop de prêts, ça nuit. Par exemple, des fois, on rentre dans un Canadian Tire ou dans un magasin, « Ah, la carte de crédit est gratuite, on est tenté, on va en prendre. » Ben, c'est un nouveau produit. C'est un nouveau produit qui s'ajoute et qui frappe votre code de crédit à chaque fois qu'ils font une demande. Ça, c'est intéressant parce que justement, on pense que si c'est avec un magasin, ben c'est pas exactement la même chose qu'une carte de crédit qu'on demanderait auprès d'une institution financière. C'est exactement la même chose. Puis vous demandez, est-ce que ça frappe mon bureau de crédit? Ça dépend de la personne, s'ils vont le dire ou non. Juste assurez-vous, est-ce que ça fait une demande officielle sur mon bureau de crédit ou est-ce que c'est un soft hit? C'est comment? C'est ça. Alors, de poser des questions avant. Parce que, comme je dis à mes filles, il n'y a rien de gratuit dans la vie and there's no such thing as a free lunch non plus. Alors, de bien se renseigner, de poser les questions. Et puis, des fois, on est tenté, vous allez avoir 20% de plus sur votre transaction si vous la prenez aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, ça fait rien, elle est gratuite, vous pouvez la canceller quand vous voulez. On entend ça de plus en plus. C'est un point de vente, puis la plupart des gens ne vont pas prendre le temps de l'annuler après, de prendre le temps d'aller au magasin, ainsi de suite, mais elle reste sur notre bureau de crédit et puis on est plus à risque si quelque chose arrive. Alors, juste d'être vigilant. Oui. Puis, admettons pour ceux qui ont peut-être justement une carte de crédit, une cote de crédit qui est en dessous du seuil, qui, admettons, considéré comme étant bon, puis qui se demandent comment est-ce qu'on peut améliorer notre cote de crédit. C'est quoi des points qu'on peut faire, admettons? Mais il y a quelques astuces. C'est sûr que ça va prendre du temps, mais de s'assurer d'avoir un bon budget, de prendre les cartes de crédit, disons que j'en avais 5 ou 6, de réduire peut-être à 1 ou 2 et de se dire, OK, je vais être assidue dans celle-là, je vais leur montrer que je suis capable de gérer du crédit, que j'ai une bonne aptitude de gestion envers cette carte de crédit-là et puis de toujours, au moins, si on essaierait de payer le minimum qui va augmenter à 4% et de se dire que, bon, je vais le rebâtir graduellement. Je vais m'assurer de rembourser mes dettes autant que possible et de garder, de se requalifier. Je pense que ça prend, des fois, ça peut prendre jusqu'à 1 an, des fois 2 ans, 3 ans. Si on a fait une faillite ou une proposition consommateur, c'est beaucoup plus long. Ça peut prendre jusqu'à 7 ans. C'est ça, quand tu fais faillite, il me semble que tu peux justement pas demander de carte de crédit pendant 7 ans. C'est très difficile d'avoir une autre carte de crédit qu'une institution veuille le faire. Proposition aux consommateurs, ils sont plus avec une garantie, avec un collatéral, ils vont être plus ouverts après certaines années. Mais faillite 7 ans et c'est pas garanti. Alors, vaut mieux pas arriver à une situation vraiment où c'est quasiment impossible. Et le budget, c'est votre meilleur ami. Assurez-vous de budgéter. Des fois, on se dit, où va mon argent? J'ai aucune idée. Mais sortez vos relevés, mettez-vous à jour une fois par année. Je dis pas de faire ça à la semaine, tout vérifier, mais d'avoir une certaine discipline de vérification à ce niveau-là, c'est très, 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 très important. Puis, on parle de budget, tout le monde parle de budget, mais en tant que tel, comment on fait un budget? Alors, très bonne idée, très bonne question. Alors, budget, on s'assoit, papier, crayon. On sort tous nos relevés bancaires des 6 derniers mois et 2 cartes de crédit. OK. On se dit, OK, moi, si j'ai un loyer, mon loyer est fixe, je le sais, il va être augmenté peut-être 20, 30, 40, 50 $ par année. J'ai des frais X, j'identifie mes frais fixes. Après ça, je dis, OK, bouffe, alimentation. Je sors mes relevés de carte de crédit, ma carte de débit, mes comptes bancaires. Je vois, OK, j'ai dépensé X en bouffe, je l'accumule. Voici ce que ça m'a coûté. Je prends la moyenne des 3 derniers mois, mettons. Essence, avec une hausse, j'estime plus dans mon budget. Mais chaque ligne de dépense, je liste tous mes revenus fixes. Si j'ai des revenus variables, que ce soit des contrats, que ce soit une commission, un boni annuel et tout, je le mets dans revenus variables. On a beaucoup en ligne, vous allez trouver, et même sur le site de l'Institut québécois des planificateurs financiers, il y a beaucoup d'outils disponibles de budget complet. Moi, j'ai une planificatrice financière, je la taquine tout le temps, elle met même jusqu'à les dépenses de coiffeur, l'immatriculation. C'est un budget hyper détaillé qu'elle divise sur 12 mois. Alors, il y a beaucoup d'outils de budget qui sont disponibles, mais vraiment lister et être transparent avec soi-même. Tous les restaurants, puis même d'avoir un budget, par exemple, Noël nous coûte plus cher, les voyages coûtent plus cher, de
tout vraiment le remettre papier-crayon et de le réévaluer, le secret, moi, je dis au moins une fois par année. OK. Puis parmi tous les papiers, admettons, là, ça fait beaucoup de papier quand tu imprimes tous les relevés des derniers 6 mois. Comment tu fais tes catégories? Est-ce que, admettons, on pourrait peut-être remettre ça sur Excel ou est-ce que tu utilises, admettons, des surligneurs pour classifier tout ça? Bien, j'imprime rien pour sauver la planète, mais tout est disponible en ligne. Alors, je me fais un beau tableau Excel. Je mets colonne des revenus, colonne des dépenses, colonne des imprévus. Et parce que des fois, disons, malheureusement, ma voiture, il y a un problème et tout. J'ai toujours colonne des imprévus. Puis, une portion, puis très, très, très important qu'on n'a pas mentionné dans le budget, l'épargne rentre systématiquement dans le budget. Dans la colonne des dépenses, mais c'est un investissement en soi. Alors, moi, je l'inclus. Alors, la meilleure façon d'épargner, surtout pour les jeunes, et c'est comme ça que je conseille mes enfants, ma sœur, moi-même, que j'ai commencé comme ça, c'est des épargnes systématiques. Ne serait-ce que de 25 $ par paye, par 2 semaines, par mois, ça fait toute une différence à long terme. Et on ne le sent pas, ça devient une dépense qui rentre comme une facture Vidéotron, comme une facture d'Hydro-Québec, mais tout doit être listé. Oui. Alors surligneur, mais tout en ligne. Moi, je fais tout sur Excel, tableau Excel. Puis si on trouve que on n'arrive pas vraiment, puis on n'est pas sûr d'avoir toutes les colonnes, en ligne, il y a plein d'outils de budget qui sont disponibles et vraiment bien faits. Oui. Ouais. Puis on a parlé d'épargne justement, puis ça m'a fait penser à cette question-là parce que un compte épargne, admettons pour un fonds d'urgence, quoi que ce soit, est-ce que c'est mieux de le garder, admettons, dans un compte épargne qui n'a pas nécessairement de rendement dessus, ou est-ce que c'est un bon montant, on est mieux de le mettre dans peut-être quelque chose qui est moins risqué, mais qui nous ramène quand même des intérêts au fil des mois? Définitivement, parce que de l'argent dans un compte chèque nous apporte rien. Alors, il y a plusieurs véhicules qui existent. Que ce soit, je décide de mettre mon épargne dans mon compte d'épargne libre d'impôt. Au moins, il va fructifier dans des véhicules. Si je décide de mettre un véhicule plus sécuritaire, mais au moins les intérêts, non seulement il va fructifier, mais les intérêts sont à l'abri de l'impôt. Alors, ça, c'est avantageux. Ou je vais décider de mettre mon épargne dans un compte épargne non enregistré, mais qui va m'amener des intérêts. Pourquoi pas? Parce qu'on sait que c'est de l'épargne. Alors, dépendamment au niveau du temps, combien de temps on a pour chaque projet, de voir quel véhicule correspond le mieux et de s'assurer que ça rapporte plus que 0. Là, il y a des comptes d'épargne super intéressants aussi, on voit, mais tout le temps de regarder la petite astérix, parce que des fois, ils disent taux d'intérêt hyper intéressant, mais c'est bon juste pour 2 ou 3 mois. Des fois, c'est bon pour l'année, après, ça redescend à 0. De s'assurer de poser les bonnes questions à ce niveau-là et de choisir le bon véhicule, mais définitivement de faire fructifier l'argent que de dormir dans un compte chèque. La pire chose qu'on peut faire, c'est d'accumuler de l'argent dans un compte chèque parce qu'elle ne donne aucun avantage. Ou des fois, c'est des petits, quelques sous. C'est ça. Puis, par rapport aux véhicules d'investissement, je demande ça pour ma mère parce qu'on en parlait il y a quelques mois parce que mon grand-père fait encore ses placements. Il suit de très, très, très près. Puis, il regarde la bourse, il regarde ses placements. Puis, on discutait du CPG. Oui. Qui est... j'ai oublié le terme, en fait, donc... CPG, c'est un certificat de placement garanti. OK. Pour certains, dans l'industrie, en blague, ils disent c'est le certificat de pauvreté garanti. Pourquoi? Parce qu'un CPG, oui, ton capital est garanti, mais après inflation... Ça revient à rien. Ça revient à rien. OK. Alors, oui, ça peut être un outil dépendamment encore du projet. Ça peut être dans une stratégie d'investissement disponible, à un certain pourcentage dans le portefeuille. De nos jours, si on regarde un certificat de placement garanti, il y a des comptes à intérêt élevés qui donnent même plus. Alors, est-ce que ça vaut la peine ou pas de bloquer mon argent? Alors, ça, c'est un autre critère. Est-ce que j'ai besoin de cet argent? Beaucoup de personnes âgées aiment ça, les mettre dans du 5 ans, certificat bloqué, ainsi de suite, pour avoir une tranquillité d'esprit. C'est ça. Est-ce qu'il y a une bonne ou mauvaise réponse? C'est sûr qu'à long terme, c'est pas avantageux, mais pour certaines personnes, cette sécurité n'a pas de prix. Ils sont prêts, comme on disait au début, low risk, low reward, high risk, high reward. Ouais. Alors, c'est vraiment du cas par cas encore, mais personnellement, c'est pas un outil que je recommande fortement et surtout à un gros pourcentage dans le portefeuille. Et même
à éviter, dépendamment, à moins que je sois quelqu'un de très insécure, que j'arrive pas à dormir, qu'il n'y a rien à faire, je perds un sou, je suis en dépression. C'est peut-être l'outil pour la personne. Ouais. Mais encore une fois, moi, j'avais des clients qui étaient vendus CPG. Quand on leur a montré l'avantage, et graduellement, pas besoin de transférer en entièreté, d'y aller un peu, 10% du portefeuille, 15%, 20%, puis de voir la différence, puis de comparer les deux. Souvent, les clients réalisent que l'autre option est peut-être meilleure pour eux. Encore une fois, dépendamment du projet, de l'horizon de placement et de la tolérance au risque. C'est ça, quelque chose qui est plus rentable potentiellement. Puis, ça me fait penser aussi une autre question. Oui. Par rapport à la bourse, on a parlé un peu plus tôt justement du fait que dans notre budget, on devrait mettre un certain montant pour les investissements qu'on voudrait faire à la bourse. Mais est-ce qu'il y a un montant minimum à investir? Parce qu'admettons, l'autre jour, je regardais des actions que je voulais acheter. Je pense que je regardais le Vanguard, puis Starbucks, parce que j'ai tout le temps Starbucks. Guilty pleasure. Mais justement, le Starbucks, c'est une action américaine, ce que je vais revenir tantôt. Mais est-ce que c'est possible d'avoir, admettons, un 15 $ sur une action qui en vaut 100, de tout de même investir dans cette action-là? Il y a des paniers d'actions qu'on avait nommés. Il y a des fonds qui ont peut-être qui contiennent du Starbucks, mais le minimum pour que ce soit un fonds ou une action, il y a des minimums requis. Chaque fonds, que ce soit un fonds Vanguard ou quoi que ce soit, il y a un minimum, que ce soit $500, $1,000, $1,500, $2,000. Chaque fonds, chaque action a son minimum. Acheter une partie d'action, d'habitude, quand on achète à Wealthsimple et tout, je pense que c'est minimum quantité 1 pour 1. C'est ça. Mais de ce que je viens de voir, en fait, parce que l'autre jour, ça me disait d'acheter une fraction d'une action. Oui. Donc, j'étais comme, si j'achète une fraction d'une action, est-ce que les gains vont être après ça au prorata? Recalibrés? Oui, c'est ça, exactement. C'est normal, oui. Ça sera au prorata, définitivement. Cependant, ce que je vous dis, si se concentrer juste dans un titre, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Même c'est déconseillé. Parce que c'est comme si je suis all-in. J'ai pas de diversification. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de voir les minimums parce que les placements sont accessibles à tout le monde. Et on peut commencer, si on n'a pas le minimum, disons, de 500, 2000, ben on l'accumule dans un compte, 25 $, 50, 60. Quand on arrive, c'est là où on investit dans un panier d'actions. On est plus diversifié, nos risques de réussir est meilleur. Et ce panier d'actions peut avoir et du Starbucks et du Vanguard et à proportions différentes. Ouais. Alors, encore une fois, l'union fait la force parce qu'on accumule l'argent de plein d'investisseurs, on le poule ensemble pour acheter. Alors, j'irai plus dans ce type de stratégie. C'est ça. Puis, admettons, les FNB, c'est un panier d'actions qui est tout ensemble? FNB, c'est des fonds négociés en bourse qui sont reliés à un indice boursier. Okay. Alors, ça suit les tendances automatiques d'un indice boursier. C'est très intéressant, c'est à plus faible coût, mais encore une fois, ça peut être une gestion un peu plus passive et on a peut-être besoin en investissement d'une gestion encore plus active pour profiter des hausses et des baisses des marchés. Okay. Alors, de faire les bons calls. Les FNB peuvent être une excellente source pour un individu à court, moyen terme, peut-être pas à long terme, ou ça peut, comparé à d'autres solutions, pas rapporter. Il faudrait comparer, voir un conseiller, un planificateur financier. C'est ça, mais admettons, quand on achète une action qui est... en fait, quand on achète un panier d'actions, j'ai oublié le terme exact, mais t'en as parlé tantôt, est-ce que ça compte comme une diversification de ton portefeuille, même si c'est un seul achat? Oui, parce que tu es diversifié, tu as un pourcentage, le dollar que tu mets, on va dire. Il y a peut-être 25 sous chez Lululemon, un autre 10 sous chez Starbucks, un autre 15 sous ailleurs. Alors, c'est vraiment une diversification et oui, c'est au prorata de ce que tu as investi. Il y a, en ayant un peu plus de diversification, c'est sûr, pas tous dans le même secteur. Si tu me dis, Léa, j'achète un fonds, il y a du Starbucks, du Tim Hortons. Tous les cafés. Tous les cafés possibles, ben, tu n'es pas diversifié parce que c'est du café. Oui, entre eux, c'est des compagnies différentes, mais c'est comme quelqu'un qui investit dans la technologie. Quand ça va bien, ton dollar va monter. Quand ça va mal, tout va cracher. Mais si je suis investi un peu dans la technologie, un peu dans
dans l'achat Amazon, un peu dans le café, un peu de partout, ben mon risque d'avoir un équilibre est plus intéressant. Ça a du sens, en fait. Oui. Puis justement, le truc aussi, admettons, si on achète une action américaine avec des dollars canadiens, est-ce qu'on doit en premier convertir notre argent en USD ou est-ce qu'on peut directement acheter avec notre argent canadien? On peut acheter, c'est eux qui font la conversion, mais il y a un frais qui est relié à ça. Alors, moi, ce que je dirais, si on est en mesure d'avoir un compte US avec de l'argent US dedans, puis un compte canadien, un argent canadien, mais c'est pas beaucoup de gens qui décident d'investir comme ça. Et il y a des fonds qui investissent aux États-Unis, mais en Canadian currency. Oh, OK, c'est Alors, intéressant. ça, c'est intéressant aussi. Et il faut regarder, il y en a plusieurs, en fait. Et on peut vous accompagner là-dedans. Il y a des fonds aussi qui touchent des valeurs, des croyances. Par exemple, des fonds verts, des fonds ESG. Ça, je trouve hyper important, selon nos croyances, de décider d'investir dans un avenir encore plus vert. Ben, je vais aller vers peut-être des fonds ESG parce que mes valeurs et mes croyances c'est quelque chose d'important pour moi. Aussi, il y a des fonds aussi qui disent, ben moi, tout ce qui est pétrolier, je veux rien savoir. Tout ce qui est armes à feu, je veux rien savoir. Ben, de regarder aussi dans ce type de fonds, est-ce que il y a une restriction pour les armes à feu, il y a une restriction pour... Alors, il y a énormément de critères. C'est pour ça que je vous dis d'aller voir quelqu'un va vous aider parce qu'il y a beaucoup de choses à quoi on ne va pas réfléchir en investissant. Puis peut-être des fois, j'ai des croyances profondes qui sont affectées par mes choix. Bien, ils vont pouvoir nous guider là-dedans. C'est intéressant. Puis là, pour aller aborder un peu un autre sujet qui est plus les finances personnelles globalement parlant, je me demandais s'il y avait des idées préconçues peut-être que tu vois souvent dont on n'a pas parlé, mais qui sont fausses, en fait, et que les gens viennent te voir en te disant « Léa, moi, je pense que X, Y, Z, aide-moi là-dedans. » Mais ensuite, t'es comme « Non, mais c'est pas la bonne chose à faire. » Oui, non, c'est sûr que moi, ce que je vous dirais, on va toujours entendre le voisin, l'ami nous donner des conseils. Et des fois, parce que lui, il a réussi avec ça, ça me donne l'envie ou on va me dire, comme on disait avant, un mythe, le loyer versus une propriété, louer votre voiture au lieu d'achat. Il n'y a pas one size fits all. C'est vraiment du cas par cas. En finance personnelle, on dit personnel parce que c'est vraiment notre situation personnelle. Moi, le meilleur conseil, c'est de vous regarder à vous, d'aller voir votre situation, voir vos croyances, ce qui est important pour vous, vos objectifs et comment vous allez y arriver. Sans un bon plan détaillé, avec un plan qui est revu, ben on réussira pas. C'est comme si moi, demain matin, je veux devenir millionnaire ou je veux perdre 40 kilos. Ben si je m'assois, je fais rien, puis j'écoute à gauche et à droite ce que les gens disent, OK, un jour, je vais essayer le keto. Le deuxième jour, je vais essayer le intermittent fasting. Je vais toujours essayer autre chose que j'ai entendu. Mais peut-être ça ne me convient pas. Vaut mieux peut-être que je m'assoie avec un spécialiste, une nutritionniste qui va me dire selon ton style de vie. Alors, les finances personnelles, c'est exactement la même chose. C'est ce qui me convient selon mon revenu, ma capacité, ma tolérance, mes objectifs, mes rêves, ce que je veux accomplir et avec qui je veux les accomplir. Alors, c'est pour ça que je sais que je réponds un peu comme une politicienne, ça dépend, il n'y a pas de réponse noir ou blanc, mais c'est hyper, vraiment du cas par cas. Donc, s'il y a un conseil qu'on doit retenir d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir un conseiller ou un planificateur financier pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Exactement. Et de ne pas se fier de nos voisins, des amis. Oui, on peut écouter leurs conseils, on peut se questionner là-dessus, de ne pas juste googler. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, qui ont décidé d'investir dans la monnaie, la crypto-monnaie. Ouais. Ils ont perdu dans plusieurs technologies différentes, des tableaux, j'oublie le nom, des... FNT, je pense. Bref. Ah oui, l'art digital. L'art digital, ouais. Merci. Et Noël passé, ils en parlaient comme si c'était the new thing. Noël qui vient de passer, les mêmes personnes n'en parlent plus parce qu'ils ont mais ils ont perdu de l'argent. Exactement. On parle de nos beaux coups, mais on parle moins de nos mauvais coups, puis il vaut mieux éviter puis se faire vraiment bien conseiller par un professionnel. Ouais. Ben, ça a totalement du sens. Puis effectivement, finances personnelles, c'est personnel pour une raison. Exact. Puis, sur une note un peu plus personnelle, en tant que femme dans le domaine des finances, comment est-ce que tu penses qu'on peut remettre un peu la richesse puis l'argent dans les mains des femmes en tant que telles?
C'est sûr que les femmes, dans le passé, s'intéressaient beaucoup moins aux finances. Alors, moi, la meilleure arme, c'est de s'éduquer en finances. Nous, les femmes, on a la chance de vivre plus longtemps que les hommes. Alors, en termes de richesse, la richesse est entre nos mains. De s'intéresser, premièrement, le meilleur conseil, s'intéresser aux finances, poser des questions, d'aller avec son conjoint aux rencontres, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui délaissent cette responsabilité à leur conjointe respective. Mais c'est très important d'être impliqué dans les décisions financières, de s'intéresser, de comprendre le pourquoi on fait cette décision, pourquoi on prend un taux variable sur une hypothèque, pas un taux fixe, quand prendre un taux variable, alors de poser les bonnes questions. De plus en plus de femmes ont des bons revenus. On rentre dans le marché du travail, on a des bons revenus. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire de cet argent-là et de poser encore les bonnes questions et d'investir pour faire ces investissements. Et entre nous, de s'entraider entre femmes, poser des questions. Comment tu as réussi? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi les bonnes avenues d'épargne? Est-ce que des fois, on se dit, je sais pas moi, acheter mon sac Louis Vuitton à 6 500 € ou mettre cet argent de côté pour une mise de fonds, pour une propriété? Qu'est-ce qui est plus important pour toi, vraiment, dans la vie? Alors, de faire cet exercice-là et puis vraiment de s'intéresser, de s'éduquer encore de plus en plus, puis de commencer très jeune dans l'épargne. Parce qu'on veut être financièrement indépendante. On ne veut pas dépendre de quelqu'un d'autre. J'ai déjà vu des femmes, encore aujourd'hui, veulent pas sortir de leur couple parce qu'elles dépendent financièrement d'autres individus, n'ont jamais pris le temps d'avoir un intérêt de carrière ou quoi que ce soit, puis ils se retrouvent malheureusement prises dans des situations où les hommes, comme je disais, les femmes ont vécu plus longtemps, des hommes qui décèdent, la femme ne s'est jamais intéressée aux finances, elle ne sait pas où commencer, elle n'a jamais payé une facture, elle n'a jamais... Et de les inclure. Même moi, mes conseillers en gestion de patrimoine, je leur dis tout le temps, mes planificateurs financiers, assurez-vous d'inviter monsieur et madame. Madame et monsieur, parce que des fois, c'est madame qui est impliquée, mais monsieur n'est pas connaissant. Impliquer le couple dans la décision, ou monsieur et monsieur, madame et madame, mais d'impliquer tout le monde parce que ça les touche, et même de commencer à impliquer les enfants de nos clients. Et même vous, en tant que femme, et vous avez des parents, de leur demander, papa, maman, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais advenant quelque chose t'arrive, comprendre, toi, qu'est-ce que tu as fait à mon âge? C'est quoi les erreurs que tu as fait en finance? C'est quoi les pièges à éviter? Parce qu'un parent, le meilleur conseil qu'il veut donner à ses enfants, c'est d'éviter ces pièges. Est-ce que j'ai fait des erreurs de carte de crédit? Est-ce que j'ai trop demandé de crédit? J'ai pas payé un prêt? J'ai oublié ci, ça. Alors, comment s'organiser? Comment discuter de ce sujet-là? Alors, très important. Donc, s'informer puis l'éducation, ce qui est intéressant aussi auquel je pense, c'est que je pense qu'avant 1970, si je me trompe pas, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire. C'est vrai. Puis, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé naturellement. C'est venu avec l'émancipation. Puis, moi, ça me choque à chaque fois savoir qu'il y a quelques années, même 50 ans, je n'aurais pas pu avoir un compte bancaire à mon nom et dépenser mon argent comme ça me tente d'épargner comme je veux et dépendre de quelqu'un. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je trouve ça tellement important de faire cet épisode-là parce que tout le monde devrait avoir cette littératie financière pour justement ne jamais avoir à dépendre de quelqu'un d'autre puis avoir cette liberté-là qui vient avec justement les finances. Ça n'a pas de prix. Exactement. C'est de la finance, c'est de la finance, mais ça n'a pas de prix. Exactement. C'est un jeu de mots. Mais oui. Et puis, de ne pas avoir honte de poser la question, de ne pas avoir honte de se dire, OK, j'ai peut-être gaffé les 5 dernières années, les 10 dernières années. Là, je vais me reprendre en main. Qu'est-ce que je fais? Il n'est jamais trop tard. Et nous, les femmes, on a tendance à être insécures, à hésiter à poser des questions, j'ai l'impression. Alors non, au contraire. Ayez cette discussion, entourez-vous de personnes qui vont vous aider à aller chercher la bonne information et poser les bonnes questions parce que vous aidez à vous à la fin. Et puis, sachez que vous n'êtes pas seul. Définitivement. Vraiment. Puis écoute, en parlant de fin, écoute, malheureusement, on est déjà vers la fin de l'épisode. Puis je vais te poser la question que je pose à toutes mes invités à chaque fin d'épisode. Mais je voudrais savoir, toi, qu'est-ce qui te rend fière d'être femme?
Moi, ce qui me rend plus fière, c'est d'être, indépendante. Comparé, si je regarde dans ma propre famille, au niveau grand-mère, arrière-grand-mère, au niveau de la dépendance financière, que je suis indépendante financièrement, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, que je donne un bon exemple pour mes filles. J'ai 2 filles, j'élève 2 filles, 2 femmes qui vont, en espérant avoir une belle carrière. Je suis fière d'être une femme qui prend sa place dans la société. Oui, on parle encore d'une inéquité au niveau des femmes, d'où l'importance de la gouvernance au féminin, de s'aider entre nous, entre femmes, mais pas au détriment des hommes. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'on doit travailler au contraire en équipe. On est très complémentaires et que la force, c'est de s'entraider et de bâtir ensemble. Parce que je crois vraiment, ultimement, qu'il ne devrait y avoir aucune différence dans toutes les sphères de notre vie. Ben, comme tu le disais tantôt aussi, par rapport aux finances dans le couple, l'union fait la force. Exact. C'est dans ce cas-là aussi. C'est vrai, exactement. Et puis, d'être une femme en finance, qui était très rare aussi dans le passé, c'est quelque chose que je suis très fière. C'est quelque chose que j'ai travaillé très fort pour atteindre aussi dans ma carrière. Et si moi, je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. La volonté, en ayant la volonté et d'y croire, on est capable, on se sous-estime en tant que femme, il faut foncer. Vraiment. Il n'y a pas de limite, il ne faut pas se donner de limite. C'est drôle, puis dans l'entrevue avec Kim Gingras que je viens de faire juste avant, on parlait justement du fait que si c'est possible pour une femme d'atteindre ses buts, ben c'est possible pour toi aussi de le faire. C'est accessible à tout le monde. Exactement. Donc le succès de l'une contribue au succès des autres aussi. Exactement. Et d'être inspirationnel pour les autres. Oui. Moi, que ce soit pour moi, j'ai toujours eu quelqu'un qui m'a inspirée dans plusieurs sphères de ma vie et de rendre l'appareil en partageant mes mauvais coups et comment j'ai appris de mes erreurs et comment j'ai eu du succès et pas de les garder pour nous-mêmes, mais d'être très, généreux et ouvert avec les autres. Ben écoute, Léa, honnêtement, ton partage avec nous était excellent. T'es incroyable pour vulgariser des concepts. Moi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'ai fait mon cours de finance au HEC, mais je m'y connais pas autant bien que toi. Puis cette discussion était tellement riche et je suis certaine que tous ceux qui nous écoutent en auront appris beaucoup et t'as répondu à toutes nos questions avec brio. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu sur le podcast. Et merci à toi. Merci de l'invitation, de cette belle tribune. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez besoin de plus de détails sur votre propre situation. Je vais pouvoir vous aider, vous guider. Et puis, merci vraiment pour ton excellent travail. Merci, Léa. Puis écoutez, je vais mettre ces informations à Léa dans la description pour que vous puissiez lui écrire si jamais il y a quoi que ce soit. Avec grand plaisir. Je te remercie encore. Passe une excellente journée. Merci à toi.